aussi par plusieurs réalisations liées aux infrastructures, que ce soit sanitaires, scolaires et autres. Question d'actualité de ce soir, on va essayer d'analyser et d'épulcher chacune de ces actions pour en savoir un peu plus, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Et pour ce soir, nous recevons Béatrice Pongo. Bonsoir madame. Bonsoir. On vous présente comme étant militante libre. Et je tiens à souligner que vous êtes la fille d'Adrien Pongo Kunda, premier secrétaire général de l'UDPS, le parti au pouvoir. Tout un héritage politique. Merci. Et si on doit vous présenter en d'autres termes? Je suis le docteur Béatrice Pongo Kunda, la fille, comme vous dites, du secrétaire général. Je viens vraiment ici, le tout premier secrétaire général de l'UDPS qui a vraiment mis les bases du parti. Je viens ici en militante libre dans une mission de sensibilisation. Sensibilisation par rapport aux réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Puisqu'on en parle, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous du bilan d'une manière générale? Quand on parle en termes de bilan, nous voyons l'actif et les passifs du président actuel. En fait, comme vous le dites si bien, lorsqu'on parle d'un bilan, il faut d'abord introduire le contexte du bilan. C'est très important. Et il faut vous parler du passif et il faut aussi parler, analyser l'existant, ce qu'il y avait quand il avait commencé. Et pour parler justement du contexte, nous avons un président qui prend le pouvoir fin 2018, donc qui a commencé en 2019, un nouveau président qui se retrouve dans une structure où le ministère, tout le reste était encore occupé par l'ancien régime. Donc il leur a fallu un temps pour pouvoir récupérer tout ça, ce qu'on avait appelé en termes de déboulonnage. Il a déboulonné, vous vous rappelez, lorsqu'ils ont partagé les ministères, les finances, le ministère de l'Intérieur, la Défense. C'était la coalition politique. Voilà, mais il était de l'autre côté. Donc il y a un moment, il a dû travailler de façon à pouvoir récupérer tout ça. Hein, donc il a commencé à récupérer. Donc aujourd'hui, vous avez vu que le pouvoir, les finances sont entre ses mains. Enfin bon, bref, ça a pris du temps. Il est arrivé dans un terrain, je ne vais pas dire miné, parce qu'il faut être correct, c'était un terrain qui appartenait à l'ancien régime. Il est arrivé le temps de mettre les structures et de pouvoir récupérer tout ça, ça a pris du temps. Pourquoi je dis cela? Parce que dans le contexte, on parle, il a commencé en 2019, mais tout ça s'est fait avec tellement d'intelligence et ça a pris du temps. Donc on ne peut pas parler d'un bilan sur 4 ans. On va pas, tout le temps qu'il est là jusqu'à aujourd'hui. Le bilan qu'on va dire, ça va peut-être un bilan sur 2 ans, voire peut-être 2 ans et demi. Mais ce n'est pas un bilan d'entrée de jeu où il y a une continuité. Ce n'était pas le cas. Il a dû construire sur un existant. Vous savez, je suis allé dans le rapport de la FEPA. Je vais utiliser mes notes parce que je voudrais que ce soit sur les faits et des constats qui sortent comme ça. Il y a un rapport de la PEFA, c'est un partenariat avec la Banque mondiale, avec le FMI et avec la Commission européenne qui date d'octobre 2020. Donc c'est sur l'exercice 2016-2018, c'est-à-dire avant que notre président ne soit élu. C'est ce que je parle de l'importance de l'analyse de l'existant. C'est, si vous voulez, autrement dit, un état des lieux de ce qu'il y avait avant. Il décrit plusieurs faits, mais j'en ai retenu 11, pour vous dire. Une population en sécurité alimentaire, un accès difficile aux structures et aux services sociaux de base de qualité, des voies de communication qui sont délabrées et peu praticables, ménages à faible revenu, un taux de chômage élevé sur une population active. N'oublions pas que dans notre pays, entre 60 et 70% de la population, ce sont les jeunes. Si on considère que les personnes âgées, c'est à partir de 60 ans, donc on a vraiment une population active. L'effondrement du secteur agricole, l'érosion, catastrophe naturelle, l'insécurité des personnes et des biens, ça, c'est vraiment une analyse factuelle. Ce sont des faits réels, parce qu'ils se servent des indicateurs de mesure pour pouvoir nous donner cela. Les droits des femmes et des personnes fragiles violées, la marginalisation des personnes vulnérables et la mauvaise gouvernance. Et je suis toujours dans l'existant de ce qu'il y avait. Maintenant, dans la mauvaise gouvernance, qu'est-ce qu'ils disent? Ce n'est pas classé par ordre de priorité, mais ils parlent, parce que pour qu'on parle du bilan du chef de l'État, il faut parler de l'existant. Comme vous l'avez dit, le passif, ce dont il a hérité quand il est arrivé au pouvoir. On parle d'une administration publique inefficace, non réceptif aux besoins de la population et corrompue. Je reprends vraiment les termes qui sont dans le rapport. On parle des tracasseries policières et militaires. On parle d'une impunité qui est due à un appareil judiciaire qui est inefficace ou inexistant,
un abus du pouvoir politique, un manque de transparence dans la gestion de la chose publique, avec même une absence de comptabilité générale de l'État. Vous vous rendez compte, hein? Et puis on parle de confiance en l'administration publique et les institutions traditionnelles. J'ai pris ça parce que je me suis dit, on va discuter, on parle d'analyse de bilan, mais pour ce sujet-là, il faut savoir on vient d'où. Maintenant, je voulais commencer point par point pour dire, d'abord... Oui, on va y arriver. Mais ça, c'est, en termes de bilan, c'est le passif. Y a-t-il la partie active? Justement. De l'héritage de l'ancien régime. Et la seconde étape sera de savoir qu'est-ce qui a été fait pour, ne serait-ce qu'améliorer certains pans, que ce soit du côté économique, du côté social et du côté infrastructurel. J'ai eu 2 rapports. Je suis allé dans les rapports, dans les faits. Eh bien, les 2 rapports, que ce soit celui que je vous lis, c'est celui d'octobre 2020, celui de 2018 et donc de 2016 à 2018, celui d'avant qui faisait de 2014 à 2016, les faits reviennent toujours. Donc on ne vous parle pas de progrès, on ne vous parle pas d'amélioration. C'est ça en fait le problème. Au contraire, on vous dit que la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que s'empirer. C'est ce qui ressort de ces rapports. C'est pour ça que je ne suis pas allé sur les actifs de l'ancien régime. Sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'a pas trop... pour moi, ils sont tellement minimes que je n'ai pas voulu mais du coup, pour avoir une situation équilibrée, vous m'avez demandé... Il faut joindre les 2 tableaux. Vous m'avez demandé le bilan du chef de l'État. Donc, par conséquent, je suis allé sur le passif tel qu'il est. Les passifs hérités. Pour vous dire maintenant sur quelle base il a commencé à travailler. C'est sur ces bases-là. Et sur ces bases-là, je vais prendre, quand on parle des structures et des services sociaux de base, j'ai pris que quelques exemples, parce que je suis là juste pour donner des faits sur ce que nous savons. Vous avez vous-même dit, hein, il y a plus de 100 réalisations, il y a tellement de choses. Et quand on parle des structures et services sociaux de base, on a vu qu'on a commencé à restructurer. Je donne un exemple de la Poste, qui n'existait pas. On a une Poste qui a un prix abordable et qui est vraiment au service de la population, à l'écoute des besoins de la population. Il y a tellement de choses. La fonction publique. On a vu que la fonction publique, on a commencé par remettre tout ce qui avait tous les noms fictifs, on les a enlevés. On a mis les personnes qui devaient être en retraite. On a commencé à recruter, on a formé avec l'ENA. Les rajeunissements de la fonction publique. Voilà. On va dans les voies de communication. Je parle que des faits, hein, je ne critique pas. Hein, le passif, c'est pour ça que je n'ai pas voulu entrer. Nous restons dans le fait. Exactement. Les factuels. On va dans la communication, on parle des routes. Ben, dans les routes, vous savez que quand on parle de voies de communication, il y a le terrestre, il y a l'aérien, il y a le fluvial, vous voyez ce que je veux dire, hein, et il y a le ferroviaire, hein, tout train et tout. Et là, on disait que c'était délabré, hein, donc tout à fait délabré. On voit avec les routes, il a commencé avant même le projet local de développement de 145, déjà au niveau de Kinshasa, on avait commencé. La première chose, c'est de s'attaquer aux routes. En fait, on a un gouvernement actuel qui est présent sur tous les fronts. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur le nombre de kilomètres de routes construites jusqu'à là? Le nombre de kilomètres de routes, non, je ne suis pas l'expert. Ça, c'est bien des questions pour l'OVD et ainsi de suite. Mais par contre, je vous dis que par exemple, la République démocratique du Congo, c'est 2345 000 kilomètres carrés. Vous imaginez l'étendue de ce pays. Et on a commencé, les routes ont commencé, on a commencé à Kinshasa, mais avec ce programme local de développement local, on voit bien que ça ne se limite pas qu'à la capitale. C'est pour les 145, vous voyez. Donc ça va aller de 145 territoires, donc c'est quelque chose qui va s'étendre. Pourquoi je reviens maintenant, quand vous disiez le bilan sur autant d'années, tout ça se fait en peut-être 2 ans et demi. Hein. C'est ça, hein, parce que c'est pas quand il a commencé, hein, il avait des difficultés au début, il n'avait même pas les finances. On va à l'effondrement du secteur agricole, tel que c'était dit à l'FMI. On a relancé la relance agricole, hein, comme ils disent, la revanche du sol sur le sous-sol. Ne pas regarder que le minier, mais le sol, c'est possible. On parle de banque agricole, on parle de coopérative, on parle de professionnaliser le secteur. Et moi, j'ai mis un rapport... Mais ça, on est sur les réformes structurelles. Oui, justement. Mais du concret sur le terrain. Oui, mais justement, ça commence par des réformes. Nous avons 80 millions de terres arables. Oui. Qu'est-ce qui est fait en termes, en ce qui concerne la relance agricole? Pourquoi je dis qu'ils sont sur tous les terrains? Parce que c'est tous ces secteurs-là qui doivent
qui doivent être restructurés. C'est ça, si vous permettez ce terme-là. Et pour tous ces secteurs-là, il le fait en combien de temps? Ils l'ont fait en combien de temps? Vous savez, un projet, quand on le met en place, par exemple, je voulais parler de ça, mais puisque vous parlez de ça, là, sur les soins de santé, la couverture universelle de santé, le CUS, il le commence le 5 septembre. Il en parle depuis quand? Un projet ne se pond pas du jour au lendemain. Un projet, on analyse, on fait un plan, c'est par étapes, et après ces étapes-là, pendant les étapes, il y a l'évaluation, on regarde quels sont les obstacles, quelles sont les solutions, on y apporte, on réagit, et puis ensuite on peut parler de résultats. C'est pour ça que j'aimais bien votre question. Je me dis, mais en 2 ans, parler de résultats, nous sommes encore dans les étapes. Quand vous parlez de structurel, oui, mais c'est-à-dire que les choses sont mises en place pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Si vous me permettez, on va dans la sécurité des personnes et des biens. Ça, c'est vraiment mon sujet que j'ai à cœur. Oui, et là, ça touche pratiquement vous en avez parlé déjà la au début. patrie, vous avez la guerre d'agression. C'est ça. Et là, j'ai rebondi pour vous dire qu'à l'arrivée de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, la partie Est n'a pas connu autant d'armées, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire la situation s'est aggravée. Ça, c'est une lecture. Mais une autre lecture, c'est qu'on n'avait pas d'armée congolaise. Vous êtes d'accord avec moi que les officiers étaient des étrangers? Que ce que le président a fait quand il est arrivé, c'est de restructurer l'armée. Commencer par nommer des officiers congolais. Regardez nos militaires, moi je suis fier quand je passe en ville avec leurs belles tenues. C'est pas qu'une tenue, c'est tout un symbole. Hein. Et vous avez une armée aujourd'hui, on a l'hôpital. Ça allait venir dans les soins de santé, mais je ne fais pas un micmac, c'est pour vous dire. Un hôpital de qualité, moderne, avec un équipement moderne. Hein. Vous avez, quand on parle de la réforme de l'armée, on a maintenant une armée qui nous appartient, une armée qui est armée, je veux dire qu'il y a un armement efficace que pour se battre à l'Est. Équipé, merci. Que pour se battre à l'Est. C'est-à-dire que maintenant, on a une guerre, c'est une guerre qui est dans le flou. Et quand on parle de la sécurité, merci beaucoup au président d'être passé à la tribune des Nations des États-Unis pour bien enlever le flou qui existait. Maintenant, c'est clair pour tout le monde. On sait que c'est telle armée. À travers une diplomatie agissante. Exactement. Qu'on a fort critiqué quand il voyageait. Que les gens ont fort critiqué. Et maintenant, on sait c'est qui, c'est comment et avec qui. Parce que avec qui, on le connaît. Je ne suis pas venu chercher la guerre ici, mais on sait c'est avec qui. C'est très clair pour tout le monde. Et c'est très clair pour tout le monde aussi, tout ce qui se passe en hypocrisie occidentale, américaine, je suis désolé, tout le monde, c'est clair pour tout le monde. Il n'y a plus de voile. Le coin du voile a été levé. Exactement. Et tout ça, c'est lorsqu'on parle de sécurité des personnes et des biens. Bon, il y a aussi, j'ai bien aimé aussi le programme, je parle de moi en disant j'ai bien aimé, mais on a bien vu que le programme avec tous nos jeunes désœuvrés, que nous aimons, les colonies, on les aime, ce sont les fils du pays, on essaie de ressarcir, on essaie de pouvoir leur donner des comment on appelle, des services à intérêt public, encadrés par l'armée, parce qu'on voit que l'armée est là pour pouvoir remettre ces jeunes sur le terrain. Maintenant, ce sont les... J'avais dit 1 ou 2 exemples, mais j'en profite parce qu'on en parle. Avec les kidnappings qui se passent, cette insécurité, on voit qu'on essaie quand même de sécuriser les personnes et les biens. Maintenant, je voulais encore dire une chose. Les droits des femmes violées. On a vu le combat de Maman Denise. On ne réalisait même pas encore jusqu'à quel point. Aujourd'hui, on a fondé le fonds de Fonarève. Et le fonds de Fonarève, on a vu l'équipe de Fonarève sur terrain. C'est-à-dire qu'on change les structures, mais ces structures, on les met en place et elles commencent à agir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, on commence un bâtiment et le bâtiment ne le termine jamais. On ne sait pas que les fonds ont disparu quelque part et il n'y a plus rien. Non. Il y a une structure, on se bat pour ça. Ça a pris le temps entre le moment où elle en a parlé, que le Parlement vote. Il y a eu 2 votes qu'on a dû faire et puis que maintenant, aujourd'hui, on envoie des gens à l'Est pour aller voir cette situation. Et alors, la mauvaise gouvernance. Quand on parle de la mauvaise gouvernance, on a parlé de l'administration publique. Ça, on en a parlé un peu. Comment est-ce qu'ils ont mis les choses en place au niveau de l'administration publique? Je voudrais maintenant parler d'une chose, parce que, vous savez, ils parlent de ce qu'on appelle un mécanisme de pilotage, j'ai bien aimé cette phrase, qui se décline en plusieurs étapes. Mais dont le but, c'est de décentraliser administrativement et sectoriellement. En fait, c'est comme un escalier, vous êtes à l'étape 1, 2, 3, mais on est dans un gouvernement maintenant où les choses sont claires. On sait où on va. Ils mettent les choses en place, même si c'est en termes de structure, de plan, mais ce à quoi ils veulent arriver, vous les trouvez dans... Moi, j'ai trouvé tout ça sur Internet.
Vous voyez, dans des rapports, ils veulent une décentralisation et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'appuie aussi, vous voyez, le projet des 145 territoires. On va décentraliser, décentraliser, ce qui va faire que tout ne va pas être que sur Kinshasa, tout ne va pas être que de la capitale, mais déjà, à chaque niveau, on pourra maintenant développer nos régions. L'autre registre important, en passant, c'est la gestion des ressources publiques, notamment les ressources financières. Quel travail a été fait dans ces secteurs-là pour ne serait-ce qu'arrêter l'hémorragie en ce qui concerne le détournement de fonds? Nous sommes parmi les pays, il faut le dire ainsi, jusqu'à l'arrivée du président Félix-Antoine Tshisekedi, parmi les pays listés, blacklistés, parmi les pays les plus corrompus au monde. Qu'est-ce qui a été fait sur ce terrain pour lutter efficacement contre la corruption? Le président avait bien dit, hein, il va lutter contre la corruption, et puis il veut que le pays soit développé. C'était ces 3 axes, hein, il a bien dit. Et sous la corruption, l'IGF existait déjà avant. Hein. Ce n'est pas quelque chose que le président a créé, hein. Ça doit être clair. Mais ce qu'il a fait, il a restructuré simplement l'IGF. L'IGF a pris un peu plus du relief, si on peut le dire ainsi. Non, pas pris du relief, on l'a restructuré de façon à ce que les personnes qui conduisent l'IGF puissent réellement être dans la non-corruption. C'est ça que je veux dire. Donc lutter contre la corruption, ce qui n'était pas le cas. Comment? Par les contrôles. Les dépenses d'argent de les sociétés ne s'en font plus n'importe comment. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils sont là derrière, et ils font des missions, ils font des rapports. Il n'y a plus de flou dans la gestion des biens, des deniers publics. Mais est-ce que cela a réellement empêché les détournements? Parce que nous ne sommes pas la courbe prendre le sens contraire. C'est comme si ça s'aggrave encore, malgré qu'il y a l'IGF qui est là. C'est pas parce qu'il y a quelques éléments qui ne suivent pas, c'est ce que j'avais parlé dans une autre émission de la courbe du changement. Dans la courbe du changement, vous avez ceux qui vont adhérer au changement, qui vont suivre la vision, et les déprimés, les frustrés, qui estiment qu'ils vivaient bien avant, et qui ne sont pas patriotes. Pourquoi? Parce que pour eux, ils doivent d'abord s'enrichir, eux, et pas le peuple. Et bien ces gens-là vont continuer à faire des bêtises. Je dis des bêtises parce que vous savez, la corruption, même en Europe, elle existe. Mais on a besoin de structures solides qui nous permettent d'avancer et de faire développer notre pays. On ne va jamais éradiquer la corruption à 0%. Il ne faut pas rêver. On n'est pas dans l'utopie, mais on va rester réaliste en sachant qu'il y aura des gens qui vont détourner. Bah oui, ils vont être mis sur le côté. Aujourd'hui, il n'y a plus d'impunité. Hein. Maca, là, dans le temps, c'était pour le petit peuple. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intouchables. Même si l'impunité n'est pas encore à 100%, parce que bon, c'est pour ça qu'on parle que c'est un processus. Ça, j'aimais bien quand je lisais vos questions, quelles sont les réussites, quels sont les résultats. Mais non, ils viennent à peine de commencer, hein, on doit les laisser travailler en fait. Oui. C'est un peu ça. On avance avec les piliers. Oui, quelques piliers là. Et alors, justement, la transparence de la chose publique, aujourd'hui, il y a des rapports. Hein, les gens vont devant le Parlement, les gens doivent se justifier. C'était plus comme avant, où déjà on vous disait qu'il n'y avait pas un bilan de comptabilité générale du pays. C'est plus le cas. On a également un autre pilier sur lequel repose la vision du chef de l'État, c'est le secteur de l'éducation. Et là, on parle de la gratuité de l'enseignement de base. Qu'en est-il de la gratuité à l'heure actuelle? En fait, vous m'aviez posé la question de savoir si c'était une réussite. Et oui, on a maintenant plus de 4 millions d'élèves. On parle de 5 millions qui sont sur les circuits scolaires. Ça, c'est le côté visible de la médaille. Et de l'autre côté, le revers de la médaille, c'est que cela diminue la qualité de l'enseignement, notamment avec des salles de classe avec plus d'élèves. Ça aussi, c'est le taux d'alphabétisation qui va remonter. Voilà, exactement, en permettant aussi que ces enfants, n'oubliez pas que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ces enfants que l'on met à l'école, parce que je sais que ça c'est ma lecture, ils ont voulu, on les injecte à l'école. Mais l'adéquation avec la qualité de l'enseignement. Oui, mais qu'ils aillent à l'école au lieu de rester à la maison. Vous savez, ça équilibre les ménages. Et puis c'est une gratuité de l'enseignement, ce qui veut dire que ça influe aussi sur les revenus du ménage, parce que vous n'avez plus à payer pour ça. Or, nous savons que la quote-part de l'éducation de l'enfant, ça pèse dans les ménages. Hein. Donc, ça aide dans ce sens-là. On aura moins de délinquants, il y aura aussi moins de prostitution. Au lieu que les jeunes restent dans la rue, ils sont à l'école. Vous voyez ce côté d'abord positif. Même si on parle pour le moment, c'est pour ça qu'on dit là, ils ont vraiment bien fait, c'est-à-dire que les enfants à l'école, avec les structures telles que c'est, on sait qu'on a des choses à améliorer, il y a la qualité de l'enseignement, il y aura beaucoup d'enfants, mais au moins ils sont à l'école, ils ne sont pas en train de déambuler dans les rues.
Et une fois qu'ils sont à l'école, vous avez vu maintenant avec ce projet local, excusez-moi de revenir, mais c'est ça, des 145 territoires, les ministres sont allés sur place pour aller voir dans quelles conditions étudient les enfants. Et on a vu, hein, c'est choquant hein, de voir des enfants qui tombent parce que les bancs ne sont pas adaptés, les chaumières et ainsi de suite et tout. Et maintenant, on est en train de construire les écoles. C'est bien. Si on devait attendre d'abord construire les écoles, le Congo est très grand, de construire les écoles avant de mettre nos enfants à l'école, ça n'aurait pas été. Qu'ils aillent à l'école, et maintenant, comme on dit dans un projet, bah, c'est une étape qui est réalisée. Maintenant, on évalue. Et au temps d'évaluer, on saura qu'est-ce qui ne va pas. Bah, les structures. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? La qualité. On a peut-être besoin de plus de professeurs. On a besoin. C'est tout ça. Mais au moins, on a lancé le projet et maintenant, on regarde les étapes pour pouvoir que ce soit, si, parce qu'en 2 ans, on ne peut pas l'évaluer, si on a ce deuxième mandat que nous voulons pour le président actuel qui vient avec tous ces changements, eh bien, alors là, je me serais vraiment avec plaisir revenir ici pour qu'on puisse parler de la réussite du projet qui a été évalué et qui est peut-être déjà passé à l'étape de construction des structures et ainsi de suite. Madame Béatrice Pongo, l'autre partie essentielle également des réalisations du chef de l'État, un pan important, c'est aussi le social du Congolais. Là, on n'en parle presque pas. Vous avez le taux du dollar qui grimpe presque au quotidien et les sociales ne suivent pas. Quand on parle du social, on parle... Doit-on attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans de plus? Quand on parle du social, on parle des besoins fondamentaux. Et là aussi, je suis allé dans un autre rapport. C'est le rapport de l'APP, c'est-à-dire l'analyse participative de la pauvreté en RDC. Ouais. Et ce rapport nous dit que nous parle du caractère multidimensionnel de la pauvreté en RDC. Ce n'est pas simplement un manque de revenus. Parce que vous voyez, vous parlez du dollar, hein, ça c'est très économique, hein, parce que on parle du dollar... C'est pratiquement les thermomètres pour les pays à économie extravertie. Oui, mais c'est un thermomètre quand on voit les dimensions de la pauvreté en RDC, on ne peut pas tout ramener au dollar. Le dollar, il y a l'économie qui doit suivre, les importations, exportations, il y a toute une structure, je ne suis pas économiste, hein, mais nous savons qu'il y a toute une structure derrière qui doit soutenir la monnaie. Notamment la production locale. Exactement. Oui, exactement. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs on relance l'agricole, parce que tout ne doit pas reposer que sur le minier. Mais quand ce rapport qui parle de cela dit que ce n'est pas qu'un simple manque de revenus. Et alors il nous donne différentes facettes de la pauvreté en RDC. On va se rejoindre. Il parle donc de l'incapacité de manger correctement. Il parle du logement insalubre, enfin décent. Il faut avoir un logement décent, salubre. Il parle de l'habillement où les gens sont obligés à couler à tabatum ou la boaka, comme on dit chez nous, les friperies, parce qu'ils ne savent pas vraiment. On parle de l'ensemble de la population, on ne parle pas des 10-15% de la population qui sont en dehors de ça. Il parle de l'instruction des enfants, de l'accès à l'eau potable et à l'électricité, le manque de capital pour pouvoir justement les crédits. Et il parle alors de nouveau paix, sécurité et vulnérabilité. Vous vous rendez compte? Pauvreté en RDC, ça reprend tout ça, parce que maintenant on a les conflits. Et bien dans tout ça, il y a déjà une partie, la santé. Il commence à agir. Parce que vous savez, hein, en lisant ce rapport, il y avait 2 secteurs qui étaient sous-exécutés. Parce que quand on parle du budget, on parle de sous- ou sur-exécutés. Sous-exécutés à partir de 2018, quand le président a pris le pouvoir, c'était la santé et c'était l'enseignement. Primaire, secondaire et professionnel. C'était vraiment là où il y avait le moins de budget possible. Et aujourd'hui, on reprend la santé. Donc déjà, on agit un peu sur le social, on agit pas un peu, on agit sur le social des Congolais. On reprend l'enseignement, on agit sur le social des Congolais. On reprend maintenant ce qui est la sécurité, on agit sur le social. Même si on sait que hein, ce sont les gros dossiers, hein, on en parle comme ça, mais moi je n'ai qu'une analyse de... Je ne suis pas experte, mais c'est une analyse simplement de militante. C'est des gros dossiers et c'est irréaliste de se dire que tout ça, on pourra le terminer et conclure en 2 ans, en fin décembre, que oui, voilà, tout est conclu, tout est terminé. Non, c'est quelque chose qui date déjà. En 18 ans, on n'a pas réussi à le faire, excusez-moi de le dire. Donc on ne va pas s'attendre à ce que ce soit fait en 2 ans. Mais ce sont des réalités sur lesquelles le gouvernement actuel est en train de travailler. Là, on vient de parler du social, je constate qu'il y a moins de chiffres, mais sur le terrain, il se pose un sérieux problème, comme vous venez de le dire, en termes de pauvreté qui s'accentue. Et selon vous, qu'est-ce qu'on peut envisager dans l'urgence, premièrement, pour résoudre?
qui s'accentue ou parce qu'aujourd'hui, on le sait et on en parle. Vous comprenez? Quand on ne sait pas une chose... Et on sait mesurer. Voilà. Ce qu'on ne mesurait pas, ce dont on ne parlait pas, vous voyez, c'est sa différence. Aujourd'hui, on en parle, aujourd'hui, on le mesure, alors c'est pour ça qu'on dit en saxe. Non. C'est pas que ça c'est ma lecture aussi, c'est pas que voilà. C'est pas accentué, que ça s'aggrave, mais maintenant, on s'en rend réellement compte parce qu'il y a des chiffres, on peut le mesurer et on se rend compte comment la population... vous savez, le président a fait beaucoup de déplacements par la diplomatie parce que la clé de l'économie, hein, c'est aussi l'investissement. Et si vous voulez aussi agir sur la pauvreté, ben, il faut offrir aux gens du travail. Et pour offrir aux gens du travail, il faut avoir la confiance des partenaires extérieurs pour qu'ils viennent investir. Est-ce que cette confiance a été renouée, si on peut le dire ainsi? Je dis que le président, il fait sa part. Il s'est déplacé. Le climat des affaires ne s'est pas du tout amélioré avec la crise sécuritaire dans la partie Est. La crise Espérer avoir des investisseurs dans un temps relativement court pose problème. Oui, mais on a quand même déjà des investissements qui se mettent en place. Moi, je suis une patriote, je vois d'abord le bien qui a été fait. Donc, du coup, aujourd'hui, on parle des usines de carreaux, non? Vous l'avez entendu comme moi. Oui. On a vu l'usine de plastique. Oui, donc ce sont des trucs qui sont en train d'être mis en place. Il y a même celle de montage des véhicules. Ben voilà, mais pour que ce soit mis en place, il faut se déplacer. Pour que ce soit mis en place, il faut redonner cette confiance. Pourquoi les gens recommencent à avoir confiance? Parce qu'on a quand même une armée qui se bat à l'Est. Hein. C'est pas non plus comme avant où il n'y avait rien. Hein? Et puis, on commence quand même à l'exercice de notre pays est en progression d'après le FMI. Hein? Donc, par conséquent, les gens se disent, ah oui, effectivement, on peut revenir. Vous savez, le président, lui-même, qu'est-ce qu'on l'a dit? Au mois de mai, j'avais suivi son interview quand il parlait du bilan. Il a dit, le bilan est encourageant. J'étais étonné d'entendre ce terme, encourageant. On entend, il est positif, vous voyez ce que je veux dire? Il était très réservé. Avec beaucoup d'optimisme. Oui. D'ordinaire, c'est comme ça. Oui, c'est ça d'ordinaire. On vous dit, oui, tout va bien dans le pays, tout est parfait. Le président, notre président a dit c'est encourageant. La FMI, dernièrement, vient encore de dire que le bilan de la RDC est encourageant. Pourquoi? Parce que c'est le terme d'encourager à quoi? Ah, il y a moyen. Et j'ai trouvé ça très humble de la part de notre président, parce qu'il dit encourageant, c'est-à-dire que même lui-même, il dit, ah, mais il y a moyen. Face à toute l'étendue de ce que j'ai à faire, parce qu'il a une responsabilité comme ça sur sa tête, hein, eh bien, oui, oui, c'est vrai, il y a de l'espoir. Il a quand même des gens autour de lui qui l'aident à accomplir sa vision. Enfin, la vision, là, c'est la vision du gouvernement, mais elle est portée par le chef de l'État. Et c'est pour ça qu'il dit encourageant. Et quand j'ai relu le rapport de l'FMI, le dernier, ils disent, oui, le bilan de la RDC est encourageant. Alors je me suis dit, mais qui parle de bilan mitigé? Je suis allé revoir, mais ça vient d'où le bilan mitigé? Parce qu'on parle de bilan mitigé. Eh bien, c'est un ancien rapport qui date, sauf erreur, je ne me rappelle plus des dates, mais ça doit être entre 2019 et 2020. Aujourd'hui, la FMI parle de bilan encourageant et ils se disent... ils voient qu'il y a des progrès qui ont été faits sur le terrain. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, et la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, le ministère du Tourisme organise du 15 au 16 novembre 2023 à Matadi, au Congo central, la semaine congolaise du tourisme. Thème choisi, le tourisme pour les investissements verts en République démocratique du Congo. Le ministère du Tourisme, sous la conduite de Maître Didier Mazenga Mukanzu, invite à cette occasion les opérateurs économiques, la société civile, la population congolaise en général et celle du Congo central en particulier à se mobiliser massivement pour la réussite de cet événement haut en couleur. Événement qui mettra en valeur les potentialités et identités de la République démocratique du Congo, reconnu comme pays solution en ce siècle où le monde est fortement menacé par le réchauffement climatique. La semaine congolaise du tourisme, c'est du 15 au 16 novembre 2023 sur l'esplanade de l'hôtel Lédia. Sous le haut patronage de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, l'Agence pour le développement du numérique, en partenariat avec One Africa, organise la 12e édition du Forum international Africa Digital Expo 2023 sous le thème « Les leviers de la maturité numérique ».
Kinshasa accueille ce grand événement tech panafricain pour la seconde année consécutive dans un contexte de transformation numérique en marche dans notre pays, impulsé par le chef de l'État depuis son arrivée et dont le plan national du numérique Horizon 2025 se matérialise chaque jour davantage avec plus de 60% de projets planifiés, aujourd'hui opérationnels. ADEX 2023 est un événement incontournable, un lieu d'échange privilégié pour les professionnels du secteur et les responsables informatiques des services publics pour rencontrer les acteurs clés du secteur, développer vos réseaux, assister à des conférences et des panels de haut niveau, profiter de partage d'expériences, découvrir les innovations et les talents congolais, nouer des partenariats et bien plus encore. ADEX 2023, c'est l'événement numérique de l'année. Rendez-vous les 22 et 23 novembre 2023 à l'Hôtel du Fleuve à Kinshasa. Soyons tous du bon côté de l'histoire digitale de notre pays. Parce que le numérique, ça nous simplifie la vie.